On va débuter la suite des présentations avec quelque chose qui va tous nous intéresser, qui peut éventuellement arriver à tout le monde, c'est la complication chirurgicale dans le cas des cervicales. Donc, Henri Dastorg et Baptiste Malvina. Donc déjà, on voulait remercier la JCR parce que pour nous, c'est des retrouvailles, non pas qu'on se quitte souvent longtemps, parce qu'on se voit souvent, mais avec Baptiste, c'est vrai qu'on a cette particularité de suivre depuis la P1 et puis d'avoir fait tout ensemble. Hein. On a été interne ensemble, chef ensemble. Et du coup, le fait de se retrouver, c'est toujours un plaisir. Et puis, il y a un moment donné où on s'est mariés tous les deux, on a fait des choix différents. Pas ensemble. On s'est pas mariés ensemble, mais quasi, on a été à deux doigts. Et puis finalement, on fait un petit point ensemble 7 ans après et on voit que des pratiques ont un peu changé et ça enrichit un peu en frottant un peu les neurones de pouvoir partager ce topo avec vous aujourd'hui. Donc merci Renan, merci à la JCR. Alors effectivement, merci à la JCR. Donc, on nous a demandé de parler des complications du rachis cervical. Ces complications, elles sont nombreuses. Ce qui est pas mal, c'est quand on passe en fin de matinée, on a pas mal de topos déjà qui sont passés, où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées. On voit que tout le monde se pose les mêmes questions, tout le monde a les mêmes problèmes. On discutait justement hier avec Henri. Moi, je disais que je faisais quand même beaucoup moins de cervical que de lombaire. Je ne sais pas si c'est ce que les gens ressentent dans leur pratique courante. Henri me disait qu'il faisait beaucoup de cervical, mais c'est vrai que c'est quand même une activité qu'on fait moins souvent. Alors, il y a beaucoup d'indications différentes, le traumatique, la tumeur, le dégénératif, la déformation, effectivement comme au lombaire, et des tonnes de techniques. Hein. On a vu tout ce qui a été présenté ce matin, c'est riche, c'est varié. Il y a du matériel, il y a vraiment des discussions intéressantes sur les dossiers et on a vu déjà dans la matinée que rien n'est arrêté, c'est-à-dire que sur un cas de myélopathie standard, on peut discuter 2 heures de quels examens je fais, est-ce que je fais une voie antérieure, est-ce que je fais une voie postérieure et on a bien vu que finalement il n'y a pas de choses uniques, quoi. La voie antérieure, elle est très séduisante et en particulier justement quand on est jeune, c'est une chirurgie, on adore se faire aider pour faire une voie antérieure cervicale, c'est beau, c'est propre, c'est anatomique, on ne touche pas aux muscles, on a cette dissectomie qui est jolie, on a un bon contrôle, donc c'est une voie qui est très séduisante. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a quand même ses risques, d'accord. Ça paraît anodin, mais il y a quand même beaucoup de complications qui peuvent être très graves. L'hématome, la paralysie du récurrent, on a vu les vertébrales, les décompensations médulaires après une intervention par voie antérieure. Donc même si elle est séduisante anatomique, il ne faut pas la privilégier uniquement et mettre de côté totalement la voie postérieure qui a ses avantages aussi. Quand on parle de complications, on parle de risques et pour éviter une complication, la règle numéro 1, c'est de l'anticiper, c'est-à-dire la connaître, voilà, savoir quelles complications on peut avoir, dans quelle situation et donc anticiper, se dire comment je peux éviter d'avoir cette complication. Donc pour anticiper la complication, on a décidé de suivre un peu le cheminement qu'on a nous dans notre pratique, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque étape de la prise en charge d'un patient, du préopératoire au post-opératoire, il y a des niveaux sur lesquels on peut jouer pour, encore une fois, anticiper la complication. C'est-à-dire qu'en préopératoire, au niveau du bilan, de l'examen, de la pose de l'indication, il faut déjà penser à, voilà, tiens, attention, ce patient-là, il est à risque, je ne sais pas, de faire un hématome parce qu'il prend des antiagrégants, parce qu'il a déjà eu une chirurgie où il a eu un hématome. Ce patient-là, effectivement, il a un contexte social peut-être un peu défavorable qui fait que si je mets du matériel, il y aura plus de risques infectieux ou de choses comme ça. Et donc, dès le préopératoire, on peut réfléchir et se dire, voilà, quelles sont les complications que je pourrais avoir et comment les éviter. En péropératoire, bien sûr, il y a les outils, il y a l'installation, il y a la technique. Grâce à ça, effectivement, pareil, on va en limiter le risque de complications. Et la complication, ce n'est pas qu'au réveil, ça peut être au suivi. On a parlé des syphoses qui arrivent après la laminectomie, les décompensations sous des étages qui sont fusionnés. Et donc, en post-opératoire aussi, le suivi, les consignes post-opératoires vont nous aider à limiter le risque de complications.
Bon, voilà, je crois que Baptiste a tout dit. Donc, voilà. Ce qui s'appelle une introduction concise. Alors, le préopératoire, bien sûr, on va parler un peu des examens, mais moi j'ai vraiment un truc qui a changé ma vie, c'est Marc ici qui me l'a appris. Et c'est le Sperling test. Vraiment, l'examen clinique, c'est important. On voit beaucoup de NCB, ou plutôt de cervico-brachialgie qui nous sont adressés pour des NCB et qui ne sont pas des NCB. C'est des syndromes du défilé thoraco-brachial, c'est plein de choses, mais c'est tout sauf une NCB. Vous savez que l'imagerie est très peu discriminante là-dessus. 50% des gens de plus de 40 ans ont une sténose foraminale ou une discopathie qui va pouvoir coller avec une NCB. Donc les gens se disent toujours « Oh, il y avait un piège diagnostique, ça vient de la colonne, allez, opérez-le ». Mais si vous les opérez, vous avez des super mauvais résultats. Donc le Sperling test, c'est vraiment le LASEK du bras, c'est vraiment aller comprimer la racine, donc en hyperextension, en rotation et pousser sur la racine. Vous avez aussi le signe d'étirement radiculaire, mais il y a vraiment des signes cliniques qui sont discriminants. Et moi, je n'opère jamais une NCB avec un Sperling test négatif. Dans ces cas-là, c'est que la crise est passée, les gens, vous allez les opérer, ils vont être cervicalgiques après, ils vont vous en vouloir, mais leurs symptômes ne vont pas changer. Et donc ça, c'est vraiment important. Et puis, bien sûr, après, vous avez toute une cohorte de diagnostics différentiels et bon, avec l'examen clinique que vous devez tous maîtriser, vous pouvez éliminer. Donc après, bien sûr, on était d'accord, Baptiste et moi, quand on comparait nos expériences, qu'on fait toujours un bilan complet. On ne se pose pas de questions et on ne fait pas d'économie sur un examen. Vous voyez cette hernie molle sur l'IRM qui n'en est pas une, parce que vous voyez que sur le scanner, elle est bien calcifiée. Donc, il faut savoir anticiper. Hein. L'IRM, en général, nous fait bien le diagnostic, d'accord. Mais après, pour savoir la nature de la compression, le scanner est vraiment un élément préopératoire à faire quand vous posez l'indication. Donc, demandez le bilan complet. Alors, vous pouvez demander un bilan complet, vous voyez. C'est un neurologue qui m'a adressé cette dame de 50 ans. Donc, c'est rare que les neurologues m'adressent un patient, voilà, excessivement rare pour une névralgie cervico-bronchiale, mais parce qu'elle était hyperalgique à fond. Vous voyez qu'elle a 3 niveaux de sténose. Bon, finalement, je tourne un peu autour. Je l'opère assez rapidement puisqu'elle a vraiment des douleurs de chien. Et vous voyez, je fais un 2 niveaux. Et en post-op, elle a mal, mais mal. Alors, je me dis, il y a le niveau du dessus et tout ça. Je fais l'IRM. Vous voyez l'IRM, franchement, sur la décompression et tout ça, il ne reste pas grand-chose. Il y a quelque chose qui choque. Okay, et qui choque vraiment. Et là, on ne le voit pas tellement. Ça, c'est mon scan pré-op. Et on voit toujours quelque chose qui choque. C'est qu'en pré-op, vous voyez, j'avais construit mes MPR et tout ça. Et il y a toujours quelque chose qui choque. D'accord. La tumeur de l'apex pulmonaire. Bon, c'est fou, hein, parce que vous voyez que sur ce scan, en fait, c'est pour ça que, franchement... le neurologue a bien joué le truc et tout. Je lui ai renvoyé en post-op, je ne comprenais pas pour monter les trucs, le Laroxyl et tout. Et puis il me dit, il lui refait le MG, il me dit je me suis planté, Henri, c'était un double crush syndrome. Elle a vraiment des signes radiculaires, mais effectivement, il y a des éléments plexiques aujourd'hui qui sont évidents. Donc voilà, le bilan complet, hein, c'est sûr. Et même avec un bilan complet, il faut être hyper rigoureux. Voilà. Et même un Sperling test positif, mais vous pouvez le comprendre, même un étirement radiculaire. Donc, il faut faire attention. Il y a toujours des pièges diagnostiques. Alors moi, je voulais vous montrer un cas. Alors, je suis désolé pour ceux qui étaient là la dernière fois, parce qu'il a déjà utilisé. J'ai demandé à Guillaume Longeon si je pouvais utiliser son cas. Il m'a d'ailleurs remercié de penser à lui quand il s'agissait de parler de complications. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que c'est pareil, on est toujours dans la discussion des indications de la chirurgie. Il nous avait présenté ce cas à la dernière journée, patient de 71 ans qui voilà, lui a adressé un vendredi pour un déficit pluriradiculaire complet avec des douleurs initiales intenses et plus de douleurs, mais un déficit persistant. Il lui fait donc cette imagerie. Sur l'IRM, il y a des lésions étagées et en particulier, c'est la même image que tout à l'heure, une hernie. Au début, en plus, il pense que c'est une hernie molle. Donc, il se dit ça colle bien, déficit brutal, très mal. Voilà. Il fait le scan, déjà, il voit que c'est calcifié. Il se dit ah mince, c'est pas pareil. Et il l'opère en urgence. Il a en plus une complication de cette chirurgie, un Claude Bernard Horner, d'accord. Et en fait, le patient se réveille avec le même problème de déficit qui ne récupère pas. Et c'était un syndrome de Parsonage-Turner, d'accord. Donc finalement, quand on refait le cheminement inverse, et il le disait bien Guillaume, il est allé sur la chirurgie assez rapidement
à cause du déficit. Mais ce qu'aurait dû lui mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y avait plus de douleur. D'accord ? Et c'est vrai que cette symptomatologie de douleur brutale, intense, initiale, suivie d'un déficit moteur avec une disparition des douleurs, ça évoque beaucoup ça. Alors après, voilà, quand on t'adresse un patient, il est déficitaire, machin, tu lui fais l'imagerie, grosse compression, du côté gauche, ça colle bien. Bah voilà, sauf qu'en fait, le patient, il a une complication d'une chirurgie qui n'aurait pas dû être faite. Alors, comment il aurait pu éviter cette complication? Je ne dis pas que c'est facile, hein, enfin pas cette complication, mais de passer à côté. Mais voilà, peut-être que l'électromyogramme aurait pu l'aider. Avoir un électromyogramme en urgence, on sait très bien que c'est une utopie. Mais voilà, donc l'électromyogramme, ça peut être un examen qui peut nous aider pour, alors évidemment pas dans les cas classiques, hein, on a une NCB C7 gauche sur une hernie molle C7 gauche, on ne va pas faire un EMG, ça a peu d'intérêt. Ça peut permettre quand même d'objectiver la radiculopathie quand on a des trajets tronqués, des doutes avec un diagnostic différentiel bien sûr, pathologie intriquée de l'épaule, pathologie périphérique, hein, canal carpien, nerf ulnaire, on sait que c'est fréquent. L'absence de douleur. Hein. Et là, l'absence de douleur qui était là, d'accord. Donc dès qu'on a un doute, pourquoi pas demander un examen en plus, encore une fois, peut-être qu'il ne sera pas discriminant, peut-être qu'il ne nous aidera pas, mais s'il nous aide, s'il nous donne la réponse et qu'on évite de passer à côté d'une mauvaise indication et donc d'un mauvais résultat, ben on a tout gagné. Voilà le type de résultat qu'on peut avoir dans un électromyogramme. Donc, je vous ai mis la CA rallonge. Donc, dans cet examen, on retrouve un canal carpien, un nerf ulnaire, une radiculopathie C8, une radiculopathie C7. Donc, vous voyez, c'est très très riche effectivement. Et un peu comme dans tous ces problèmes-là, est-ce qu'il ne faut pas, si le patient se plaint de paresthésie dans les doigts médians, commencer par le canal carpien, qui est quand même une chirurgie moins lourde, moins risquée, le nerf ulnaire? Alors bien sûr, ça dépendra du patient, de la clinique, de tout ça. Mais c'est vrai que quand il y a un doute, quand il y a une symptomatologie atypique, quand il y a des choses intriquées, quand l'imagerie ne concorde pas, eh ben, l'électromyogramme, il a sa place. On ne va pas le faire de manière systématique, on ne va pas le faire pour les choses qui sont très typiques, mais il faut y penser dans certains cas. Pareil pour les potentiels évoqués, on en a parlé tout à l'heure. Quel est l'intérêt des potentiels évoqués, donc moteur et somesthésique? Bah, tout simplement rechercher un ralentissement de conduction d'origine médulaire. Alors, si on a un patient qui a une myélopathie à l'imagerie, un syndrome pyramidal et des paresthésies dans les mains, des troubles de l'équilibre et une difficulté au geste fin, les potentiels, ils auront peut-être peu d'intérêt, d'accord? Mais ils peuvent avoir un intérêt dans les situations un peu limites. On a discuté tout à l'heure de ces sténoses sans myélopathie, sans syndrome pyramidal. On les surveille, on ne sait pas trop. Là, quand on voit cette imagerie, il n'y a pas d'hypersignal à l'IRM, mais c'est une sténose quand même circonférentielle, assez sévère chez un patient jeune. Donc, les deux questions, c'est comment ça va évoluer ça, d'accord? Deuxième question, c'est qu'est-ce qui risque ce patient jeune s'il veut aller faire du ski? S'il veut aller faire, je ne sais pas moi, des sports de combat. Et là, on se dit, je l'opère pas. Bah, il n'a pas de syndrome pyramidal, il n'a pas de myélopathie, mais sur les potentiels, il avait quand même un ralentissement de la conduction. Est-ce que ça peut nous aider à faire ça? Ça, c'est autre chose. Okay. Est-ce que ça peut nous aider à prendre la décision? Probablement quand même, parce que s'il y a déjà quelque chose maintenant chez un patient de 35-40 ans actif, peut-être qu'il faut se dire, bah, je vais régler ce problème-là et lui permettre de retrouver une vie normale sans lui dire, oh là là, faites attention, voilà. Et d'un autre côté, si on n'a aucun argument comme ça, même pas les potentiels, qu'on l'opère, qu'on a une complication, attention. Donc les potentiels, ça peut nous aider en ce sens. Dernière chose, on peut faire des potentiels dynamiques de la même manière qu'on fait des IRM dynamiques. Vous voyez ce cas complexe de déformation et de malformation, surtout de la colonne cervicale. Là, pareil, alors sur l'IRM, il y a une sténose étagée, vous imaginez le trajet de la moelle, mais il n'y a pas de signe, il n'y a pas de myélopathie. On fait des potentiels. Et heureusement, on va dire, les potentiels sont normaux. Donc voilà, on se dit, bah, tiens, je vais surveiller, je ferai une IRM dans un an, je ferai des potentiels dans un an. Clairement, s'il fallait l'opérer, ce ne serait pas facile, mais ça nous aide de temps en temps. Donc clairement, ce n'est pas dans toutes les situations, mais il ne faut pas hésiter à demander ces examens électrophysiologiques qui peuvent nous apporter un plus, quoi. Donc tout ça, c'était pour prévenir la complication sur l'indication chirurgicale, le fait de poser le geste chirurgical. Après, bien sûr, il y a le choix de la technique. Alors, sur le choix de la technique, on en a parlé déjà longtemps ce matin, voie antérieure, voie postérieure, les deux, hernie molle, hernie dure. Donc je vous ai montré des cas, alors là c'est deux cas en fait, hein, d'accord. Celui de gauche c'est une hernie molle avec une compression quand même sévère, une myélopathie en regard, mais on peut se dire que sur une hernie complètement molle, là dans cette situation, une voie antérieure isolée, ça va passer, on va retirer ce fragment sans problème. Plus compliqué, le cas d'à côté où c'est une sténose alors qui n'est pas
très étagé, hein, à 1 ou 2 niveaux, on va dire, avec une compression circonférentielle antérieure-postérieure, avec un hypersignal sévère. Là, alors, qui ferait une voix antérieure isolée? C'est tout? Allez, 2. Qui ferait une voix postérieure isolée? Et qui partirait d'emblée sur une voix circonférentielle? Bon, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que, en gros, là, personne n'a la réponse. Faire une voix antérieure, c'est tout à fait possible. C'est pas facile. Ahmed en parlait tout à l'heure. Vous voyez, est-ce que c'est l'image de droite avec le scanner, c'est le même patient? Donc, on voit cette espèce d'excroissance osseuse qui rentre dans la moelle. Passer par devant, c'est risqué, c'est difficile. C'est tout à fait faisable. Clairement, passer par derrière, ça serait peut-être une sécurité. Et après, de refaire une imagerie post-op pour voir s'il y a une compression résiduelle et que ça nécessite un geste complémentaire antérieur. Parce que le petit fragment osseux, même si la moelle recule, est-ce qu'il ne va pas rester incrusté dans la moelle et la gêner? C'est possible. En tout cas, on ne fera pas un double temps le même jour. On fait une laminectomie peut-être, ou une voie antérieure. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais moi, c'est ce sur quoi je vais partir. C'est un patient que j'ai vu dans la semaine. Une laminectomie, voilà, faire une IRM de contrôle, 1 mois post-op, voir le patient, bien sûr, cliniquement. Et puis, peut-être qu'il y aura un temps antérieur complémentaire, peut-être pas. C'est surtout le étape par étape. Et en général, quand il y a une question à se poser, on se la pose tous. Moi, par exemple, quand j'ai une question à me poser, si je veux passer par devant, je demande à quelqu'un qui va me dire de passer par devant, je demande à Marc. Si je veux quelque chose de passer par derrière, j'en parle à Baptiste ou à Mourad, j'envoie un petit mail, ils me disent de passer par derrière. Mais en gros, on a tous à peu près les mêmes questions. Ce qu'on voulait vous donner, c'est surtout qu'en général, on fait bien ce qu'on fait souvent. Il ne faut pas trop se méfier. Après, il y a des modifications avec Baptiste. Donc, on a eu exactement la même formation. On a tout le temps été ensemble pendant notre internat, notre clinica, tout le temps, notre externat, tout ce que vous voulez. Mais finalement, les habitudes changent. Vous voyez, finalement, la beaujonnaise, la grosse corpo, 4 vis. Et puis, finalement, moi, je me suis pris quelques gadins. J'ai des associés qui ont aussi des cultures un peu différentes. Et puis, les habitudes changent. Et aujourd'hui, moi, je suis passé à la transdiscale pure. Et vous voyez, je vous ai mis un petit exemple de corpo qui a un petit peu migré, que j'ai dû reprendre par derrière. Donc, il y a aussi des histoires de vie, hein, de patients avec qui vous avez eu des complications qui vous font un peu changer. Et du coup, moi, en plus, en me déracinant un peu, en prenant le TGV pour aller m'installer à Lyon, j'ai un peu changé mes habitudes. Et c'est vrai que après, quand vous vous retrouvez seul, même si vous avez des associés, la porte d'à côté qui sont capables d'écouter, vous faites un peu de littérature, etc. Moi, j'ai plutôt une tendance à la prudence. Je me dis toujours, oula, je vais prendre le truc où il y a le moins de complications. Et c'est vrai que sur la qualité de la décompression, qu'on soit en transdiscale ou en corpo, si vous faites bien ce que vous avez l'habitude de faire, qu'on vous l'a bien enseigné, les résultats sur la décompression sont aussi bons l'un que l'autre. Après, il y a un petit peu moins de complications mécaniques sur le transdiscal. Voilà. Après, c'est la même discussion, hein, pour les décompressions postérieures. Oui, on en a parlé tout à l'heure déjà, laminectomie, laminoplastie. Voilà, moi, je ne fais pas de laminoplastie. Henri, avant, faisait des laminectomies. Il est parti à Lyon. Il s'est mis à faire des laminoplasties. J'ai commencé à Beaujon. Moi, je me suis pris une paralysie C5. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Cyril, mais vraiment, je fais bien mon geste. Le type, après, il ne bougeait plus. Ça m'a vraiment. C'était ma première année de chef, je crois. Ça m'a un peu vachement fait de peine. Il y avait Redouane Zahi qui était à côté, qui m'a appris à faire des laminoplasties. Et puis, je suis resté là-dessus en me disant, j'en ai eu une, j'ai pas envie d'en avoir une deuxième. Et je me sens bien avec cette technique qui est, a priori, quand on regarde la littérature, diminue à peine. Hein, c'est ce que me disait Baptiste, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de substrat scientifique là-dedans, c'est des tendances. Néanmoins, ça reste quand même des méta-analyses. Et donc, c'est pas c'est la meilleure diapo. Donc, c'était pour finir sur même le pour la préopératoire. syphose, quand on regarde dans la littérature, parce qu'on dit la laminoplastie, il y a moins de syphose, mais c'est difficile, c'est pas montré de manière évidente. Et en fait, sur la diapo d'avant, on voyait, en tout cas en termes de décompression, clairement, oui, c'est pareil, quoi, hein, les résultats sont les mêmes. Il ne faut pas oublier que c'est ça qu'on vient faire, quoi, d'accord ? Ouais, et continuer à faire ce qu'on fait bien. C'est vraiment le message. Tout ça, c'était pour essayer d'éviter les complications en préopératoire. Et vous voyez que finalement, ça va être la plus grosse partie de notre topo. Vous pouvez être rassuré, ça va aller plus vite. Donc après, on arrive au pér-op. Donc ce qui est sûr, c'est que nous, ce qui nous a tous les deux changé la vie, hein, c'est le grossissement optique.
Alors, déjà interne, on volait les lunettes du patron et c'était notre Gotha. Mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on a fait quand on s'est installé, c'est qu'on s'est acheté des lunettes. Alors, bien sûr, sous microscope, c'est exactement la même chose, mais ça nous paraît tout changer pour la chirurgie cervicale. Moi, je ne comprends même pas comment j'ai fait avant pour opérer sans. Ouais. Ça nous paraît aujourd'hui complètement fou, mais c'est vrai que c'est pour nous un vrai gage pour diminuer la complication. Alors, ensuite, il y a pour le péropératoire, il y a des choses qu'il faut faire effectivement dès le début à l'installation. Dès qu'on a une myélopathie, évidemment, éviter l'hyperextension du rachis quand on installe les patients. L'intubation, donc il y a le fibro ou le magras maintenant. Donc, vous voyez, là, c'est un patient qu'on a opéré qui avait un rachis très raide. En fait, il l'a mis comme il est arrivé. C'est-à-dire que le patient, il avait un coussin sous la tête. Il a juste à lui ouvrir la bouche et avec ces trucs là, modernes, c'est vraiment super. On voit, alors vous ne voyez pas parce que c'est l'image aussi, on le voit un peu, la vision qu'il y a sans bouger la tête du patient, c'est hyper facile. Donc nous, enfin moi et là, mon anesthésiste, tous les rachis cervicaux, quels qu'ils soient, il les intube comme ça. Et maintenant, quasiment presque tous les patients, c'est vrai que le truc d'avant, dire faut prendre le fibroscope, c'est bien. Alors bien sûr, pour les cas qu'on a vu tout à l'heure, des manuels avec la spondylarthrite, c'est autre chose. Hein. Mais même quand il y a une myélopathie, le McGrath, c'est très bien. Et ça, c'est simple, ça coûte moins cher, ça ne prend pas 2 heures, parce que le fibroscope, il nous embête à le faire avec l'axillo dans le nez, le machin, le truc, ça prend des heures. Mais ça prend 2 minutes et ça marche bien. Pour les voies postérieures, il faut essayer d'installer les rachis plus en flexion. Alors évidemment pas si vous faites une fixation associée, mais ça libère les espaces et il y a moins de compression. On sait que les traumatismes de la moelle sont toujours en hyperextension. Donc sur l'installation, mettre la tête un petit peu en flexion, fléchir la tête avec la tétière bien sûr pour essayer de libérer la moelle et éviter le risque d'avoir une décompensation en post-opératoire. Hein. Alors après, pour le PEROP, moi, c'est vrai qu'une des complications, hein, c'est le nerf récurrent. Il était évident de vous en parler. Chacun un peu ses techniques. Pour ma part, c'est vraiment la boulette. J'ai une instrumentiste de 60 ans, elle siffle du diams à chaque fois parce qu'on m'a toujours appris que sur la libération antérieure, il ne fallait pas couper d'éléments. Et du coup, c'est vraiment la dissection avec des itounes, des boulettes, comme vous voulez. Mais c'est vraiment essayer d'être le moins agressif avec les écarteurs. Pareil, moi j'ai une méfiance sur les écarteurs autostatiques qu'on a tendance, on fait des petites voies d'abord, on a les loupes comme on disait, donc on fait des toutes petites voies et on a tendance à écarter à fond. Et ça c'est aussi une cause de blessure des structures, c'est quand vous utilisez des écarteurs autostatiques et que vous serrez trop fort. Donc attention, c'est vrai que l'écartement humain est superbe parce que ça fatigue. Moi, je mets une jeune fille de 25 ans, je lui dis d'écarter et elle fatigue et je trouve ça bien. Et je lui dis, Camille, ça va, vous n'êtes pas trop fatiguée? Elle me dit si, et on relâche. Et c'est assez bon, à mon sens, de ne pas trop tirer, de pas trop… et donc, attention aux écarteurs. Et si je peux rajouter juste un truc, parce que du coup, en revoyant ça, faut pas oublier que la paralysie récurrentielle, c'est pas la plupart du temps parce qu'on a coupé le nerf récurrent. Okay, c'est parce qu'on l'a avec l'écarteur. Vous voyez cette boucle qui remonte, plaquée en fait contre le larynx. Pourquoi plus du côté droit que du côté gauche? Parce que vous voyez que la boucle elle est plus basse, donc la corde est plus courte, si vous voulez, ça tire plus. Mais en fait, c'est pas un tuyau qu'on croise et qu'on coupe par inadvertance, c'est la compression. Donc finalement, encore une fois, ça arrivera à tout le monde. Faut faire attention et il faut faire attention aux écarteurs. J'ai aussi lu pas mal de choses sur effectivement la pression du ballonnet de sonde d'intubation, justement parce que entre l'écarteur et la trachée, si le ballonnet est très gonflé, il y a plus de pression. Mais je n'ai pas réussi à trouver. Alors, dans un article, c'est oui, il faut mettre une pression un peu plus faible. Dans un article, c'est non, ça ne sert à rien. Donc, honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout sur les écarteurs. Et puis, la voie d'abord, on dit gauche-droite. Ce n'est pas évident parce que je ne sais pas comment font les gens. Mais moi, je préfère travailler en face du problème. Donc, je fais gauche s'il a mal à droite et droite s'il a mal à gauche. Et je ne vais pas me mettre, parce que ça sera plus compliqué pour moi à travailler comme ça. Je ne suis pas habitué. Juste parce que je veux faire une voie d'abord gauche systématique. Mais il faut y penser. À droite, la boucle, elle est plus haute. Donc, ce risque, il est plus important, surtout si on descend sur les vertèbres C6, C7 et C7, T1 a fortiori, quoi.
Voilà, après, nous, on a toujours appris ça. Hein. C'est M. Guigui qui nous disait toujours qu'il ne fallait pas taper fort sur la moelle. Je me méfie beaucoup, moi, des implants sur lesquels on tape, surtout quand vous avez des myélopathies. Je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, toujours respecter la moelle. Hein. C'est vraiment la grosse différence aussi entre les cervicales et les lombaires. Soyez vraiment vigilants à ça et ça me paraît très important. Une petite note, en tout cas, sur la taille de l'implant, c'est que si vous êtes souvent un peu paresseux ou que si la libération est difficile, on se dit, bon, bah, on va utiliser la décompression indirecte et on va mettre un grand implant. Attention, puisque les grands implants, ça tire fort sur les articulaires postérieurs et les gens ont des cervicalgies après qui sont terribles. Donc, on leur enlève un mal pour leur en donner un autre. Donc, voilà, moi je sais qu'en début d'installation, j'avais toujours peur qu'ils aient leur NCB au réveil. Alors je mettais toujours 1 mm de plus, parce que ça rentre toujours, on ne va pas se leurrer avec les Caspar. Je mettais toujours un peu 1 mm de plus, tout ça parce que je voulais vraiment rendre service. Et ben, au bout de 6 mois, j'ai commencé à revoir mon jugement et puis je suis revenu sur des tailles plus basses. Et puis plus on en fait, meilleur on est, je pense, et puis mieux on décomprime, plus on prend de l'assurance aussi. Mais attention à ces gros implants. Après la dysphagie, je me rappelle, juste avant de partir, j'ai confié à Baptiste un patient à qui j'avais fait un 4 niveaux avec une grande plaque et qui avait des grosses dysphagies. Il lui a enlevé la plaque et puis elle a toujours des dysphagies. Voilà, je pense que la dysphagie, il faut s'en méfier puisque une fois que les tissus sont très fibreux, que l'œsophage a souffert, elle peut rester. Et l'ablation de la plaque est pas toujours facile. En tout cas, pour ma part, je préfère des implants zéro profile avec quand même une cage intégrée, avec quand même une petite plaque intégrée pour qu'elle soit zéro profile et quand même avoir la qualité d'ancrage des vis. Parce qu'attention, il y a aussi une chose qui donne des cervicalgies qui sont importantes, c'est les pseudarthrolèses cervicales. On n'en parle pas beaucoup, on dit toujours que les cervicales fusionnent. Elles fusionnent beaucoup quand on fait une fusion postérieure. Attention, devant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, crête versus substitut, il y a un sujet cet après-midi pour les lombaires. Moi, je sais qu'en tout cas, dans mes tip and tricks, pour plus de 3 niveaux, je vais prendre une crête parce qu'il y a quand même du bras de levier et ça fusionne un peu moins. Et puis, pour tous les athlètes de haut niveau qui ont besoin de reprendre sur un return to play à 3 mois, on privilégie aussi la crête. Mais voilà, je pense que c'est important. Vous voyez, c'était des fractures multi-étagées chez un schizophrène qui s'était défenestré. Et on mettait des plaques à tir à l'arigot. Maintenant, moi, j'en mets un peu moins et je suis plutôt pas mécontent. Dernière chose sur les voies postérieures. Bien sûr, hein, la flexion vous aide à aborder votre rachis cervical, à avoir une meilleure vision. Attention hein, pour les cas où vous avez une fixation associée, parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir des troubles du tractus aérodigestif importantes. Et on a même eu des histoires assez dramatiques hein, de suffocation post-opératoire quand vous ne respectez pas l'angle d'ouverture suffisant. J'ai aussi, vraiment, moi, quand je fais des cervicales, je mets un temps fou à fermer. C'est-à-dire que sur le postérieur, ils vont souvent garder des douleurs. Moi, j'ai plutôt d'habitude maintenant, je préserve le plus souvent C7. Je vais faire une laminectomie de la partie supérieure de C7 pour vraiment garder les ancrages sur C7. Pareil, les ancrages sur C2. Donc, un soin dans l'abord, bien sûr, mais beaucoup après sur la fermeture, vraiment pour essayer qu'ils n'aient pas cet élargissement du cou, pour pas qu'ils soient embêtés hein, par ces problèmes cicatriciels post-opératoires aussi. Parce que c'est vrai que quand vous avez des vis derrière et qui commencent à s'infecter, c'est vite une galère. Et pareil, j'ai pas mis, mais souvent je leur rase bien la tête, je leur fais la coupe comme dans les visiteurs. Hein. Je les préviens en consulte. Je fais même le dessus. Je leur dis, je suis meilleur chirurgien que coiffeur et tout ça, mais hop, Godefroy de Montmirail, c'est réglé. Alors, en post-op, il y avait juste une chose aussi qu'on voulait te dire. Bon, le voie antérieure en première position, c'est pas du post-op, c'est du pré-op, mais pour éviter l'hématome, ou en tout cas pour surveiller l'hématome, moi j'étais allé voir les gens de Toulouse qui nous avaient accueillis et eux, ils avaient essayé de faire, ils avaient fait donc, du rachis cervical en ambulatoire. Ils nous avaient raconté qu'ils s'étaient tapé, les pauvres, un gadin sur un de leurs premiers malades qui habitait loin parce qu'il c'est un gros bassin de population. Opéré, rentré chez lui le soir, qui a fait un hématome suffocant à la maison et qui est décédé. Donc ils ont arrêté de faire de l'ambulatoire, et encore une fois, non pas que ce soit un reproche, hein, mais surtout ils ont changé leur pratique. Ils ont mis les voies cervicales antérieures en première position. Parce qu'en fait, quand tu fais la littérature, l'hématome il survient la plupart du temps dans les 12 premières heures, donc plus de 3/4 des cas. Donc ça veut dire que si tu fais le patient le matin à 8-9 heures,
bah, ça va se passer dans la journée, dans la soirée et que la reprise, elle est plus facile. C'est pas pareil, à 3 heures du matin, l'infirmière, elle est toute seule, elle n'hésite pas à t'appeler, remettre alors l'interne qui ne va pas savoir gérer ou à la clinique, parfois, il n'y a pas de bloc la nuit ou c'est compliqué. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et nous, enfin, moi, je pense que changer sa pratique et mettre les RH cervicaux en première, là, on en a fait Cyril il y a un mois, on opérait le même jour, il a opéré un RH cervical le matin, on l'a appelé à 14 heures, il a du mal à avaler, il est monté dans le service, 14h30, 15h, le malade il était au bloc, c'était réglé. Ça n'aurait pas été pareil à 2 heures du matin parce que l'infirmière elle aurait moins osé appeler, parce qu'il aurait mis plus de temps à venir, parce qu'on aurait mis plus de temps à ouvrir le bloc. Donc c'est un petit, voilà, dans les tips and tricks, je ne sais pas si tout le monde fera ça, mais c'est une vraie réflexion, c'est pas mal je pense. Surveiller le redon au post-op. Le redon, ça ne va pas éviter l'hématome, attention, mais à Beaujon, on avait eu 2 ou 3 hématomes successifs par voie antérieure. On se dit, mais pourquoi? Et puis, on avait revu tous les redons post-opératoires des patients qui avaient des voies cervicales antérieures. C'est moins de 50 cc, systématiquement. Ça n'existe jamais, on n'avait jamais plus de 50 cc. Alors, peut-être sur les triples corpos, les tumeurs, les machins, mais voilà, une dissectomie 1-2 niveaux pour une NCB, c'est moins de 50 cc. Donc, si déjà vous avez un redon qui donne plus que ça, il faut se méfier. Si une demi-heure après, le patient il commence à dire « j'ai du mal à avaler », bon, faut le surveiller de près. Donc voilà, un redon de voie cervicale antérieure pour une dissectomie avec prothèse ou cage, ça donne rien, quoi. D'accord? Et puis donc, dans les facteurs de risque à connaître pour les hématomes post-opératoires par voie antérieure, hématomes suffocants, bah, il y a des choses un petit peu évidentes, d'accord? Si on fait plus de 3 vertèbres, si le patient a beaucoup saigné, si la durée opératoire a été prolongée, s'il a déjà été opéré. Donc, il y a beaucoup de critères qui font que certains patients sont plus à risque et qu'il faut les surveiller, d'accord? Ensuite, au post-op, bah, il y a pareil, surveiller l'évolution, éviter les syphoses. Donc, quand on était pareil, il y a quelques temps, nous, tous les rachis cervicaux, ils étaient immobilisés, même les petites cages sur un niveau. Maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui mobilisent les rachis cervicaux en post-opératoire, mais nous et beaucoup, je pense, ne mettent plus de minerve, hein, voilà, même sur un niveau, même sur 2 niveaux, même sur 3 niveaux. Alors, les patients, on leur donne un petit collier pour qu'ils soient soulagés s'ils ont un petit peu de douleur, mais ce n'est pas du tout une immobilisation post-op stricte. Et finalement, même pour les laminectomies, hein, pareil, il faut pas, enfin, je pense qu'il ne faut pas immobiliser les gens, il n'y a pas besoin de faire un collier, il n'y a pas de déstabilisation théorique du rachis cervical. Et je pense que plus on les remet en mobilité rapidement, moins ils vont avoir de cervicalgie et de raideur. On débute la kiné rapidement, aussi à 1 mois, décontracter les muscles, retrouver la mobilité. Et puis, Henri a pris cette habitude de faire des radiodynamiques après les fixations parce que la dégradation sous-jacente avec des instabilités, ça existe, hein. Il vous a montré un cas là qu'on suit depuis pas mal de temps parce que c'était lui, quand il était là, c'était une patiente à lui et que maintenant il m'a confié. Mais vous voyez, hein, le spondylo qui est survenu progressivement, petit à petit. Alors, la patiente va plutôt bien, mais initialement, ça s'était manifesté par des NCB plutôt C8 et ça collait bien. Rapidement, on s'est dit qu'il faut la reprendre. Puis ça s'est calmé et là, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on la suit et que c'est stable et qu'elle va bien, quoi. Alors, donc tips and tricks, en gros c'est en anglais donc ça paraît toujours pas mal. Henri nous a mis un return to play aussi là, que je ne sais pas si vous l'avez senti passer celui-là, mais il était beau. Dit comme ça, c'est chic et on s'attend à voir des trucs de fou. En fait, vous avez vu qu'on, peut-être parce que notre topo n'est pas bien fait, mais on n'a pas des trucs incroyables. Les choses, c'est effectivement, j'ai pensé à vous parce que je suis allé voir Orelsan mercredi. Donc simple, basique, d'accord? En gros, ça part du début à la fin, de quand on voit le patient en consultation à quand on le voit en post-opératoire. Il faut à chaque étape se poser la question, voilà, quelles complications je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'avoir. Ça part de bien examiner le patient, on l'a vu avec la clinique, avec les diagnostics différentiels. Ça part avec demander les bons examens complémentaires. On a la chance, on travaille dans des centres où ce n'est pas difficile d'avoir des examens. Voilà, demander un scanner en complément d'une IRM, parfois ça ne servira à rien, mais souvent ce sera utile. Demander un EMG si on a un doute, demander des potentiels évoqués si on a un doute. Voilà. Ensuite, on pose la bonne indication, la bonne technique, le bon matériel. On connaît son anatomie, le côté, les nerfs, où est-ce qu'il passe, l'artère vertébrale, les choses comme ça. On utilise du matériel adapté et ensuite on surveille les patients. Et si on utilise tous ces éléments du début à la fin, eh ben, on ne va pas ne pas avoir de complications, c'est impossible, on aura toute notre vie des complications. Mais on va limiter. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, plus ça va, plus le risque de complications, c'est l'anticiper et c'est comme ça qu'on peut l'éviter.
Et voilà, le dernier message, hein, c'est de se dire que voilà, c'est pas gênant d'avoir une complication. Ce qui est vraiment gênant, c'est de passer, de se méprendre, de ne pas voir une complication et surtout de ne pas la prendre en charge. C'est vraiment ça qui est pas bon. Donc, on se doit de traquer les complications et quand il y a une complication, on corrige. On voulait vous remercier aussi, puisque effectivement avec Baptiste, on n'a jamais tellement fait comme vous et on n'est jamais venu à des cours. À des moments, il y avait des cours obligatoires et on s'en servait plutôt pour faire la fête. Et c'est vrai que du coup, notre expérience, c'est plutôt du vécu hospitalier plutôt que des choses livresques. Voilà, exactement. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Cliché dynamique. Alors, moi, j'en faisais jamais. Henri est arrivé. Je lui ai dit pourquoi tu fais des clichés dynamiques? Tu as déjà vu des spondylocervicaux démasqués sur des clichés dynamiques? Il m'a dit non, mais c'est comme ça qu'on faisait chez Guigui. Ouais. Quelqu'un a déjà, enfin peut-être que toi ou quelqu'un a déjà vu des. Enfin, quel est l'intérêt d'un cliché dynamique pour une arthrodèse cervicale? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de démasquer un spondylo à l'étage au-dessus, par exemple, comme on fait en lombaire, par exemple? Alors, il y a deux éléments de réflexion. Le premier, c'est en pré-op, parce que effectivement, on a dit il y a des spondylos cervicaux avec des disques pincés non mobiles que tu vas même pas prendre en compte, d'accord? Mais il y a des spondylos aussi qui sont mobiles. Si tu fais une laminectomie, ça peut arriver de se dire est-ce que je fixe pas? Et effectivement, si je fixe, c'est C3, C7 parce que je fais une grande laminectomie. Donc il y a un vrai questionnement là-dessus. Mais si tu vois que tu as quand même une vraie mobilité, alors moi, je pense que ça a quand même un intérêt. Non pas de dire ah j'ai dépisté un spondylo, mais j'ai regardé s'il était mobile ou pas. Et puis après, en post-opératoire, effectivement, moi je ne fais pas de cliché dynamique systématique, mais encore une fois, pourquoi Henri le fait? Tout simplement parce qu'il a eu ce cas-là et que depuis, voilà, et peut-être qu'il en voit d'autres, j'en sais rien. Surtout en post-op, ça te permet de voir la consolidation. En fait, les scanners sur la consolidation cervicale, c'est tout à fait dans la littérature, c'est pas tout à fait le gold standard, et c'est vraiment les clichés dynamiques. Il y a différents types d'angles que tu peux calculer pour voir si une de tes arthrodèses cervicales est fusionnée. Moi, j'ai des patients qui sont cervicalgiques en post-op. J'aurais dit que je les arthrodésais. J'aime bien savoir si c'est mobile ou pas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai rempli le contrat ou est-ce que je ne l'ai pas rempli? Ouais, justement, sur la pseudarthrodèse, c'est difficile à dire en l'absence de registre, mais pseudarthrodèse cervicale sur cache cervicale, c'est à peu près combien dans votre activité? Guillaume, il a... 11%, mais... Ouais. Guillaume, il en a parlé ce matin. Là, sur la grosse étude que j'ai présentée, là, qui rapportait, là, je ne sais plus combien, il y avait plus de 130 000 arthrodèses cervicales antérieures. C'est entre 0 et 4% quand c'est une arthrodèse sur un niveau. Et puis après, ça monte progressivement. Je ne sais plus, c'est 10-15% 2 niveaux, près de 25% 3 niveaux. Et 4 niveaux, c'est près de la moitié des cas. Alors, pas nécessairement symptomatique. Ouais. Merci Guillaume. Moi, j'ai changé complètement ma stratégie parce que j'étais en standalone avant sans vis. Hein. Et en fait, ça marchait super bien chez Monsieur Vital. J'avais l'impression d'avoir jamais de pseudarthrodèse. Et là, dans le privé, j'ai l'impression d'avoir entre 20 et 30% de pseudarthrodèse. Et après, moi, je trouve que quand tu les reprends, ils vont pas tellement mieux. Donc, tu as plutôt un one-shot sur le cervical. Et parce que quelqu'un qui traîne avec des... Tu réfléchis quand même avant de reprendre une pseudarthrodèse cervicale. C'est des gens qui rentrent dans la chronicité, qui ont souvent des symptômes pas très nets. Si tu as vraiment une NCB, tu vois, c'est facile pour leur prendre, mais c'est rarement le cas d'avoir une vraie NCB sur une pseudarthrodèse cervicale. Et tu vois, moi, j'en ai pas repris beaucoup, j'en ai repris 2 ou 3, franchement, ils vont pas très bien. Alors c'est marrant, moi j'en ai repris plein. Greffe plaque, et ils étaient vraiment ravis. Et juste une dernière question, c'est vous utilisez la Syntiscan ou pas? Oui, ça c'est une discussion, on en parle souvent ça parce que ça c'est le dossier typique qu'on montre au scan, c'est fusionné ou pas? Parce qu'avec les substituts, facilement tu dis oui c'est fusionné, mais le patient il a très mal, c'est pas comme en lombaire où tu as des chambres de mobilité, des articulaires non fusionnés, donc c'est difficile. Et effectivement dans certains cas on va faire le Syntiscan voilà, pour voir si ça fixe, il faut attendre effectivement longtemps, 1 an pour que ce ne soit pas du post-op, mais ça peut aider parce que le diagnostic de pseudarthrodèse cervicale il n'est pas évident quand même. Hein. Et attribuer des symptômes de cervico-trapézalgie à des gens qui ont un rachis dégénératif à une pseudarthrose, c'est pas évident non plus. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais.
Et surtout laisser quelqu'un vraiment emmerdé, Ouais, c'est ça. 12 à 18 mois Avec ce après truc-là. sa truc. Ouais, Ouais, pff. c'est difficile. Ouais, Moi, mais j'ai- tu vois, il y en a aussi qui sont fusionnés et qui ont les mêmes symptômes, hein, qui ont de la cervicalgie avec des douleurs des deux trapèzes. C'est pour ça que quand tu lui dis j'y vais, vous allez aller mieux, je sais pas moi, sur mes premières intentions, et bien fusionné, etc. Donc c'est là où je dis, c'est des choses qu'il vaut mieux prévenir. Donc c'est sympa hein, de se dire je vais faire un petit truc standalone qui dure 2 minutes, c'est avec un peu de poudre de pimpin dedans. S'il ne fusionne pas, c'est la sanction aussi. Donc primum non nocere, et je pense que si on fait un geste, il faut faire le bon geste. Merci à vous. On va passer à la dernière présentation. Monsieur Philippe Charles, paramètres d'alignement sagittal cervical. Merci Renan pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup en tous les cas à la JCR. Et puis c'est vrai que c'est peut-être un sujet juste avant midi qui est un petit peu pas très passionnant parce que c'est très radiographique et théorique. Du coup, je me suis permis quand même de mettre 2-3 cas cliniques et quelques questions pour que les choses soient un tout petit peu plus interactives. Les conflits d'intérêts. Alors, grosso modo, je pense que bon, ça, tout le monde le sait, on divise en rachis cervical supérieur et inférieur. Pourquoi? Parce que l'anatomie est un peu différente et les angles sont différents aussi. Et grosso modo, les paramètres d'alignement sont également divisés en rachis cervical supérieur et inférieur. On va y revenir un petit peu plus en détail tout de suite. Alors pourquoi c'est important? On a déjà vu les images de fixation, mais je crois que la planification, et on vient de l'entendre aussi, est essentielle. Tu nous as montré, Emmanuel, des cas qui étaient bien plus compliqués que ceux-là, qui sont plutôt des cas un petit peu bateaux. Et je crois que pour faire le simple, il faut déjà connaître la base, c'est-à-dire les paramètres d'alignement physiologiques. Et puis après, on peut se lancer éventuellement dans le plus complexe et la correction de déformation. Donc, par exemple, pour une arthrodèse occipito-cervicale, il faut être bien conscient du fait que on va fixer toute la charnière du crâne sur le rachis cervical supérieur. Et on va en quelque sorte fixer le regard du patient avec une instrumentation rigide. Il ne faut pas se louper sur l'angle qu'on va choisir. Alors, l'installation assez classique sur tétière de Mayfield. Et puis après, il y a plusieurs angles. Je crois qu'il y a une chose qui est à connaître, c'est cette fameuse ligne de McGregor. On l'a déjà entendu aujourd'hui aussi. Mais c'est la ligne que vous voyez ici entre le palais osseux et l'occiput, qui est assez facile à reconnaître sur une radio de profil et que vous pouvez contrôler en fluoroscopie. Et ensuite, il faut orienter le rachis cervical ou occipito-cervical dans la bonne orientation. Ce qu'on retrouve assez souvent dans la littérature, c'est le POCA, Posterior Occipito-Cervical Angle, qui doit être entre 101 et 119 degrés, en moyenne 109. Donc, il ne faut pas mettre les gens trop en angle droit, sinon ils regardent vers le haut. Il ne faut pas avoir un POCA trop grand, sinon ils regardent vers le bas. Retenez ici que ce POCA, c'est un indicateur qui est assez simple entre les facettes articulaires postérieures C3 et C4 et l'occiput autour de 109 degrés. La question de savoir si on rentre maintenant sur de la lordose cervicale segmentaire, où avons-nous le plus de lordose dans le rachis cervical? Est-ce que vous le savez? Et de combien? On va juste prendre les paris, un peu la température dans la salle. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, enfin, qu'est-ce que vous pensez? À quel niveau on a le plus de lordose cervicale? À moi en cervical bas, peut-être? On va rester sur le cervical. On pourrait dire toute la colonne cervicale. Et puis après, dites-moi juste entre quelle et quelle vertèbre? C5, C6. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a d'autres avis dans la salle? Laura, tu as une idée? 4-5 aussi, ouais. Entre 4-5, c'est 4, c'est 5? C'est 4, c'est 5? Je sais pas. Philippe, toi tu es expert. Tu dirais rien. Vincent, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que ça change énormément vis-à-vis de la morphologie du malade.
Ouais. On peut avoir des malades avec des rachis cervicales hauts très lordosés, des malades avec des rachis cervicales bas très lordosés. Après, C4, C5, C5, C6, c'est les disques qui sont les victimes des lésions dégénératives le plus souvent. Donc, ils sont sous contrainte, ils sont très lordosés. Ouais. Difficile à répondre. Bon, il y a des études très enquiquinantes, très basiques, pas très tripantes. Et puis à date, vous voyez par exemple, il y en a une qui est en fait assez bien faite, Ouais, c'est un de C2. 97. C1, C2. C1, C2, une trentaine de degrés, et puis après, c'est autour de vraiment des pouillèmes qui se rajoutent. C1, C2. Donc ça a des conséquences assez pratiques, parce que si vous opérez du rachis cervical supérieur, vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde voulait faire du ARMS, parce que c'était très tendance de faire tout ça. Mais si vous ne connaissez pas juste ces quelques angles-là, je pense qu'on peut très vite se planter sur l'alignement. Donc voilà, c'est une conséquence très pratique au bloc opératoire et dans le diagnostic. Donc voilà, vous voyez un petit peu les différentes choses qui sont juste liées tout simplement à la physiologie et à l'alignement de la charnière occipito-cervicale et cervico-thoracique. Donc un deuxième cas clinique qui est assez intéressant, que j'ai eu en consultation. Là, c'est un patient qui a fait une entorse cervicale. Je pense que jusque-là, on ne voit pas grand-chose. Non, on lui fait des clichés dynamiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il voudrait prendre la parole? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Instabilité C1, C2, ok. Donc là, vous voyez effectivement vous voyez la dent de l'axis, alors là, en flexion, ça se décoapte, alors qu'en extension, plus du tout. Donc il y a un truc qui se passe. Donc on fait tout le bilan un peu plus poussé, et effectivement, à bingo, on voit que le ligament transverse du côté gauche est désinséré et rompu. Et on voit aussi sur le scanner, alors bon là il faut faire attention, ce n'est pas souvent des luxations, c'est le fait d'avoir la rotation en fait, qui est très forte entre C1 et C2, qui peut avoir cet aspect de subluxation qui peut être physiologique sur les coupes sagittales là, du scanner. Ici ça peut être physiologique. Mais ce qui est plus embêtant, c'est la décoaptation antéro-postérieure C1, C2. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce patient? Il est jeune, il a je sais pas, une trentaine d'années. C'est une instabilité potentielle. Ah, c'est instable, ouais, c'est instable. Il est... La vraie question, c'est. Tu vois, il y en a probablement pas mal qui passent inaperçus, non, je pense pas. La question, c'est est-ce que si c'est. Ah, mais là, c'est con parce qu'on l'a vu, tu vois. C'est la vraie question. Parce qu'on a aussi des traitements chirurgicaux qui sont quand même ultra lourds en face. Et j'ai pas la réponse. Je me pose la question devant tout le monde, mais bon, à ce moment-là, il n'y a pas de réponse juste. Si je choisis ce cas, c'est qu'il n'est pas si évident que ça. Qui ne ferait rien, qui l'observerait juste? Moi, je pense. Ouais, ok. Qui lui proposerait une stabilisation, peu importe sous quelle forme? On dit que plus de 9 mm de diastasis antérieure, le ligament transverse est rompu et qui ne cicatriserait pas. Donc, vis-à-vis du diastasis qui n'est pas négligeable, l'abstention chirurgicale pour moins 9 ou plus ou moins 9 mm me semble une instabilité, même chez un sujet jeune. Ouais, enfin, en tous les cas, c'est un petit peu ma perception des choses, mais un gap qui est quand même significatif ici devant, donc il faudrait le remesurer. Un ligament rompu sur le rachis cervical ou sur une entorse grave a tendance quand même à ne pas cicatriser, et ça a tendance à pas tellement se restabiliser spontanément. Donc j'aurais plutôt tendance à proposer une stabilisation chirurgicale. Voilà. Donc on en est là. Admettons que on veuille l'opérer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait en plus? Là, sur l'équilibre, on a vu que c'est là qu'il faut le maximum de lordose. Est-ce qu'il y a d'autres bilans complémentaires? Est-ce que tout ce qu'on a ici vous suffit? Un EOS? Ouais, bon, après, ça, c'est vraiment un petit peu du blabla intellectuel, je dirais. Ça, c'est pour les universitaires. Hein? Autre chose? On en a parlé déjà, Emmanuel vous en a parlé un peu. Dans les types centriques, c'est les complications. Admettons qu'on veuille regarder, regardez bien là, l'artère vertébrale, là, elle est là, et là, elle est un peu autrement. Regardez bien. Alors moi, ça c'est un truc, et quand vous regardez ici aussi, ça peut passer, elle est un peu haute. On peut mettre une vis un peu courte, mais enfin bon, il faut quand même être sûr de son coup. Et je crois qu'il faut effectivement anticiper. Donc là, Henri
Si j'ai bien écouté, il faut anticiper, il faut bien diagnostiquer avant, donc il faut quand même faire des choses un petit peu au préalable. On a fait quand même l'angioscan pour voir réellement le trajet de l'artère vertébrale. Vous voyez qu'il y a un réel kinking du côté gauche, et que faire un ARMS là-dedans, enfin même avec une navigation, je sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fixe? Je crois que j'ai encore une image 3D là qui nous montre un petit peu. Donc effectivement, là, il y a un petit peu oui, l'anatomie qui est strictement différente à droite et à gauche, hein, avec une high riding vertebral artery. On a aussi la possibilité des crochets. Ah oui, oui, non, mais c'est très bien. Oui, crochet, fixation avec des crochets, par exemple. Sus et sous la mer. Je ne sais pas, Cyril, toi, tu as fait ça? Ouais, ouais. Ok. Il y a les vis dans les lames de C2 aussi. Hein. Les vis courtes, lames de C2. Ouais. De visser à droite, à gauche, là, ça me semble con. Ok, bon, je vais faire court parce que c'est quand même, je suis quand même censé parler de l'équilibre sagittal. C'est juste pour illustrer mon propos de l'ordre segmentaire. Mais donc effectivement, il faut que vous ayez un petit peu toutes les cordes à votre arc. Hein. Donc j'ai fait une partie de ARMS avec une vis, on va dire plutôt courte, ismique sur celle qui était accueillante, et puis après la technique de Wright, c'est-à-dire la technique ici de vissage lamaire sur le côté qui était un petit peu plus à risque. Après, effectivement, des crochets auraient été une option aussi. Ce qu'il faut savoir en fait dans le rachis cervical, c'est qu'il y a une relation cause à effet. Là, on a parlé du haut, on va parler un peu du bas, et il y a toute une chaîne qui est entre les deux, parce qu'en fait, le haut va conditionner la forme du rachis cervical au milieu, et puis ensuite le rachis thoracique aussi. Cette diapo, on l'a déjà vu aujourd'hui, mais le socle, le T1 slope ou C7 slope ou thoracic inlet angle va conditionner tout simplement la forme de votre rachis cervical. Dans un autre domaine qui est complètement différent, mais voilà, qui n'est pas si compliqué que ça, c'est publié depuis très longtemps et c'est connu depuis très longtemps, les scolioses de l'adolescent et notamment les courbures thoraciques avec un dos plat voire un dos creux vont être associées à des phénomènes de compensation en cervical avec un taux de rachis cervical un petit peu droit, voire des kyphoses cervicales. Si on regarde la littérature, il y a un tas de papiers qui le démontrent, mais c'est démontré depuis plus de 20 ans. Hein, c'est vraiment connu. Donc il y a une relation cause à effet aussi du bas vers le haut. Chez l'adulte, les choses sont très vraies aussi. Pareil, Emmanuel a évoqué les différentes formes de rachis, mais en fait, il n'y a pas un rachis cervical. Effectivement, on se dit le rachis est en lordose de façon un peu générale, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Il peut être droit, il peut être sigmoïde. Alors, ça peut être les lésions dégénératives, certes, mais de façon complètement physiologique chez des gens jeunes, il peut y avoir des formes sigmoïdes avec une kyphose thoracique qui remonte jusque dans le rachis cervical et une petite lordose au-dessus, ou une inversion de courbure aussi. Ce papier avait été fait par l'équipe de Pierre Roussouli au MASSU et montrait que finalement, en fonction de la déformation du dos qu'on pouvait avoir ou de la forme de dos plutôt sur la partie thoracique, eh bien que ça engendrait en fait des modifications au niveau de la morphologie cervicale. Il existe au-delà de ça, il existe des phénomènes qui sont liés non seulement à la morphologie thoracique, mais aussi à la croissance. Karima Nabelin-Genova avait regardé comment évoluait l'alignement du rachis cervical pendant la croissance et avait vu de grosses différences déjà entre la prépuberté et la puberté, des différences garçons et filles. Il existe là aussi des études plutôt cliniques qui montrent qu'en fait les filles vont avoir tendance à avoir un rachis un petit peu plutôt plat et roté vers l'avant. Alors peut-être que c'est un facteur de risque pour la scoliose, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est une répercussion aussi sur le cervical. Et chez la personne âgée, finalement, tout ce qu'on a décrit, cette pente de T1, elle peut engendrer finalement des phénomènes de compensation en hyperextension cervicale. Et si vous prenez, j'adore cette image qui m'avait été transmise par nos collègues radiologues sur du rachis ostéoporotique traité par vertébroplastie, mais le fait d'être très courbé en haut va engendrer une déformation en canard WC avec une hyperlordose cervicale parce que la pente de T1 est très oblique. Et lorsqu'on regarde un peu plus dans le vieillissement, bien sur le long terme, on sait que les paramètres généraux de l'alignement global thoracolombaire vont évoluer, y compris la kyphose thoracique. La kyphose thoracique va très fortement et de façon très significative évoluer dans le temps, c'est complètement physiologique, et de façon asymétrique. Ce qui veut dire qu'elle va s'accentuer plus sur le haut que sur le bas.
Et encore une fois, vous avez une relation cause à effet directe à ce niveau-là sur la rachis cervicale. On avait il y a 2-3 ans commencé au sein de la SFCR et du groupe GS Déformation, travailler dans le cadre d'une table ronde et c'était une table ronde qui finalement était assez intéressante parce qu'on a pu colliger plus de 2500 cas et faire vraiment des études un petit peu transversales de l'âge de 5 à 93 ans et regarder vraiment un petit peu tout ce qui se passait en fonction du vieillissement, enfin déjà de la croissance et du vieillissement, et en fonction de la morphologie spinopelvienne. On avait collecté 2599 patients et on avait regardé sur un registre Kéops qui était commun à nos 16 centres un petit peu dans toute la France, ce qui se passait entre autres sur l'alignement du rachis cervical. Alors, je ne vais pas être trop long, je vais juste vous sortir le substrat, on va dire, essentiel, mais si on en revient au rachis cervical supérieur, je crois qu'il y a quelques paramètres clés qu'il faut connaître pour traiter tout ce qui est rachis cervical supérieur et occipito-cervical. Retenez la pente de McGregor, la ligne de McGregor. Retenez ici l'angle occipito-cervical, par exemple, McGregor et C2 ou le POCA, comme vous voulez. Et ce qui est important aussi, c'est la lordose C1-C2. On vient de voir l'exemple avec la fusion C1-C2. Il faut avoir aussi tout simplement un petit peu en banque les données normales. Alors, quelles sont les données normales? Pour la pente de McGregor et l'angle occipito-cervical, c'est-à-dire si on regarde réellement l'orientation de base du crâne, eh bien, vous voyez qu'il y a une augmentation avec l'âge, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez physiologiquement une extension de la tête qui va s'opérer au fil de l'âge. Tout à l'heure, je vous montrais cette histoire de canard baissé. C'est exactement ce qui se retrace ici. Le bonhomme, il va vouloir pouvoir regarder droit devant. C'est complètement physiologique d'avoir une lordose plus augmentée, plus vous allez vieillir. Et les paramètres sont un petit peu plus grands pour les petites incidences pelviennes qui ont un peu moins de marge de manœuvre sur le rachis thoracolombaire. Si on regarde ici lordose McGregor line et le plateau inférieur de C2 et C1, C2, eh bien vous voyez que là aussi, vous avez cette augmentation significative. Alors déjà pendant la croissance, il y a un effet croissance là, entre 5 ans et la fin de puberté. Donc ça, il faut vraiment y penser si jamais vous traitez des enfants ou des adolescents. Et puis après, vous avez une augmentation aussi progressive qui retrace tout simplement ce besoin de regard horizontal chez la personne plus âgée. Donc quelqu'un d'un peu plus âgé, il faut le fixer avec plus de lordose, là où de toute façon, physiologiquement, vous avez déjà le plus de lordose. Okay. Donc ces chiffres, je pense qu'il faut les connaître. Et vous voyez bien qu'on part ici, par exemple, C1, C2, on est à 20 et quelques degrés, on est à plus de 30 degrés, donc on augmente quand même de 10 degrés. Ce n'est pas rien, ce n'est pas 2-3 degrés. Après, on va regarder le rachis cervical inférieur. Soit on regarde la lordose globale, ou alors on regarde la lordose, l'arc supérieur et l'arc inférieur. Alors, tout dépend un peu de la morphologie. Et puis la pente de C7 et T1, mais les deux se valent, elles évoluent en parallèle. Alors qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Quand on regarde la lordose globale cervicale, on voit que là aussi, elle augmente avec l'âge et de façon significative dès l'âge de 35 ans. Ce qui veut dire que là, vous avez quand même une courbe qui monte de façon, je dirais, presque un peu exponentielle. Mais si vous considérez maintenant un rachis cervical dégénératif, attention, ça évolue de façon complètement asymétrique. L'augmentation ne se fait pratiquement pas sur l'arc supérieur du rachis cervical inférieur. Il restera très constant, mais l'augmentation se fera très fortement sur le rachis cervical inférieur. Donc attention, si vous traitez C5, C6 et C6, C7 chez quelqu'un d'un peu vieillissant, ayez ça en tête quelque part, qu'il faut bien travailler sur la lordose, plus vous vieillissez. Et là aussi, on a un lien qui est très fort avec le rachis thoracique. En miroir, bien sûr, pente de C7 et T1, avec l'augmentation de la syphose, augmentera aussi de façon significative. On a regardé les corrélations. Grosso modo, ce qu'il faut retenir et ce qui est le plus important, je pense que c'est cette augmentation dans l'arc inférieur du rachis, cervical inférieur, rachis tout court, et l'augmentation de la syphose thoracique, surtout la syphose thoracique supérieure. Je pense que c'est le nœud clé qui est lié au vieillissement et vous avez des corrélations aussi avec un certain degré d'incidence pelvienne, c'est-à-dire certains morphotypes. Mais je pense que si on retient ça, c'est déjà beaucoup. Et sur le rachis cervical supérieur, il augmente plutôt en croissance. Donc ça engendre quelques types d'alignements qui sont entièrement physiologiques. Vous voyez que uniquement la moitié de cette population avait un rachis cervical en lordose. Donc avoir un rachis qui ressemble un petit peu à autre chose, ce n'est pas forcément une maladie ou mal positionné. Quelques-uns avaient un petit peu de syphose globale, ça reste vraiment anecdotique. Mais les rachis un peu sigmoïdes, même pas très dégénérés,
eh bien, ce sont des variantes de la normale et je crois que là, il faut quand même un peu regarder en dessous comment ça se passe en thoracique et comment aligner le patient si vous avez affaire à ces deux catégories un peu à droite. Hein, là, ce n'est pas que du blabla universitaire, il faut un petit peu regarder comment est le rachis thoracique pour aligner correctement votre arthrodèse cervicale, surtout si elle est pluriétagée. Donc, en synthèse, je crois que l'alignement, vous voyez qu'il y a quand même différentes morphologies physiologiques, première chose. Il varie avec l'âge. Donc tout le monde n'est pas pareil. Il varie aussi un petit peu avec le sexe et avec l'incidence pelvienne. Les changements dans le rachis cervical supérieur, c'est essentiellement pendant la croissance. Attention, c'est des variations de 10 degrés. Donc à partir du moment où vous travaillez sur la charnière occipito-cervicale, il faut bien regarder ces paramètres. Et le rachis cervical inférieur, surtout sur les 2 étages inférieurs, c'est eux qui varient le plus fortement avec le vieillissement. En sachant que vieillissement, ici, on parle à partir de 35 ans. Et c'est linéaire, voire presque exponentiel. Et vous regardez bien le rachis thoracique en dessous, parce qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre les deux. Voilà.